Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes toujours en direct sur Radio Fréquence Atlantique avec ses trois fréquences 88.3, 99.6 et 105.9. Vous pouvez suivre l'émission sur le net, rfaradio.fr, et puis depuis bientôt quelques mois, sur Facebook en direct. Et donc, comme d'habitude, ce dimanche, nous commençons par une synthèse de l'actualité internationale. En tout cas, nous nous arrêtons sur les points les plus importants pour faire des commentaires. Et ensuite, nous avons l'information concernant la Martinique, l'information nationale présentée par Thierry Joseph Angélique. Et dans la troisième partie, vous pouvez participer aux échanges en téléphonant au 0596 03 14 03. Donc, cette partie n'est pas retransmise en direct sur Facebook, mais en suivant sur Internet, vous écoutez ou sur Radio Fréquence Atlantique, et vous pouvez donc participer aux échanges. Donc, dans quelques secondes, nous allons commencer la première partie. Ben voilà, nous allons démarrer les questions générales et internationales avec la question du confinement qui a été déclaré en France et bien sûr élargi dans notre pays, la Martinique, colonie française. Mais le confinement se réinstaure également dans beaucoup d'autres pays européens et ailleurs. Alors, il est important de noter que l'argumentation donnée par le gouvernement français et le gouverneur colonial en Martinique, puisque c'est surtout sur ces deux-là que nous allons insister, s'appuie sur un message qui est matraqué, qui est défendu intensément par des journalistes et des experts choisis, et qui dit ceci: c'est le seul moyen de bloquer la propagation du coronavirus, du Covid-19. C'est le seul moyen, les autres ont échoué, etc. Alors, il y a toute l'argumentation dont on va développer certains aspects tout à l'heure, mais dans cette affaire-là, on voit que c'est présenté comme une question majeure pour la vie des populations, de l'humanité, et le pendant de cette argumentation, c'est que les gens qui n'obéissent pas aux mesures décidées en matière de confinement sont des asociaux, des irresponsables, des criminels. Tout est fait pour culpabiliser la population et ceux qui n'acceptent pas les dictats. Et cela a pour conséquence de créer la division au sein des populations, ceux qui se plient au confinement et au port du masque, considérant les autres comme des irresponsables, parfois même à la bagarre, et aux insultes. Et le gouvernement donc utilise cela pour développer les divisions au sein du peuple. Et en même temps, détourne l'attention de l'opinion des véritables explications qui pourraient faire croire que c'est une manipulation. Comment comprendre que celui que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a désigné pour travailler sur les questions de la pandémie de Covid-19, puisse envoyer des directives, puisse interpeller les dirigeants du monde entier, je cite, pour leur dire de cesser d'utiliser le confinement comme principale méthode de contrôle contre la propagation du coronavirus. Vous pouvez trouver l'article qui reprend ces informations sur le site strategica.fr. Comment expliquer que les médias
ne fasse pas écho à ce message porté par le responsable Covid de l'OMS. Avez-vous entendu parler massivement de l'appel lancé par 300 professionnels experts dans les différents domaines qui concernent les pandémies pour dire le confinement n'est pas une bonne méthode? Les explications sont faciles à comprendre, mais très peu répercutées dans les médias qui servent la politique du gouvernement. Le premier point, c'est qu'on se base sur des chiffres erronés. Pour pouvoir justifier cette politique, on présente de façon démagogique le nombre de morts dans les hôpitaux. On sait que parmi les décès, il y a beaucoup qui ont plusieurs maladies présentant des cas de morbidité, donc qui sont déjà fragiles. Donc le virus aura un tiré favorable qui va conduire à la mort. C'est le cocktail qui fait que la morbidité se développe plus que le virus lui-même. Mais en Martinique, par exemple, pour justifier le confinement, on parle du nombre de morts. Mais est-ce que monsieur le gouverneur colonial a détaillé qui sont ces décès, ces personnes décédées? Par hasard, n'y aurait-il pas des gens malades venus de Guadeloupe et de Guyane ou de cas sur une croisière, je crois, non, qui étaient traités ici? Donc, est-ce qu'à partir de cette donnée-là, on peut justifier une politique concernant l'ensemble du territoire national martiniquais? Bref, il y a manipulation des chiffres. D'autre part, on se rend compte que l'application du confinement se base sur des inégalités criantes que les gens commencent à refuser. Que le gouverneur colonial explique en quoi une petite boutique ou un petit salon de coiffure qui applique des mesures de sécurité, qui reçoit un client ou deux clients après l'autre, puisse être, maintenant c'est le closer, le cluster, avant on parlait de foyer, comment ça peut être plus dangereux que l'amas des gens qui se précipitent dans les supermarchés? Scientifiquement, ça ne tient pas debout. Maintenant, les commerçants commencent à rouspéter, commencent à protester contre ces abus. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les dirigeants français et le soi-disant conseil scientifique, dans lequel on retrouve des gens avec conflit d'intérêts, ne sont pas au courant de cette contradiction-là? Pourquoi ils le font? Tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi il y a cette faveur accordée au supermarché, à un certain nombre d'agences de téléphonie, etc., au détriment de petits commerçants qui peuvent facilement gérer les questions de propagation du virus. Je vais revenir sur cette affaire-là. Mais je veux insister sur le fait que ces décisions ne sont pas fondées et que nous ne devons pas nous laisser prendre au piège de la culpabilisation des populations, parce qu'en fait de compte, ce n'est pas ça qui va arrêter le développement du Covid-19. Les mesures sont ailleurs. On y reviendra aussi plus tard. Donc, manipulation, et le résultat de cette affaire-là, c'est quoi? C'est que moi, citoyen, je sois contrôlé à chaque geste par les gendarmes, par les forces de répression de l'État français. Je dois présenter une attestation comme les colonisés de 1870 avec l'amiral Guédon. Je suis parti de chez moi à telle heure, je vais à tel endroit, je vais voir telle personne, je vais pour telle raison, etc. Alors, le mouvement indépendantiste, comment peut-il accepter
que l'État français colonial et ses gendarmes puissent contrôler à chaque seconde ce que ces militants font. Dans l'esprit du gouvernement, il n'y a pas un peu de ça quand il décide son confinement? Il y a moyen de faire autrement pour respecter les mesures sanitaires. Et j'ai annoncé qu'on va en reparler. Mais il y a une utilisation, une instrumentalisation de la pandémie de COVID-19 pour mater les velléités des populations, en France aussi, de résister à ce gouvernement qui essaie de revenir sur tous les droits. Alors, il y a des gens qui se disent, qui posent la question, en toute sincérité, nous les comprenons, mais pourquoi font-ils ça? Ils ne sont pas méchants comme ça. Alors, ils auraient sacrifié une population et sans raison comme ça. Et ce n'est pas une question de méchanceté. C'est une question de choix de politique et de société. Conscient. Qu'est-ce qui explique que le gouvernement français, que les gouvernements capitalistes en général, soient aussi gentils pour les grandes surfaces, pour les grandes entreprises, qu'ils autorisent les ouvriers, les employés à avoir un petit papier pour aller travailler, quel que soit le nombre de personnes, et qu'ils le refusent pour les autres. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une stratégie politique. Monsieur Emmanuel Macron se moque totalement de la population française, des populations colonisées, des petits artisans, des petits agriculteurs. Il a été porté au pouvoir, comme d'autres dans d'autres pays, par des multinationales qui l'ont financé, dont les médias, dont les instituts de sondage ont servi de soutien pour faire ce travail qu'il fait. Il faut que les multinationales règnent. Les peuples, qu'ils en meurent. Ça n'a jamais été une préoccupation des multinationales quand ils exploitent des enfants dans leurs usines délocalisées, quand ils mettent en semi-esclavage des enfants en Côte d'Ivoire. C'est pas les problèmes de mortalité massive, ne les inquiète pas. Au début de la pandémie, nous signalions que 1 200 000 personnes meurent chaque année. 1 200 000 personnes meurent chaque année à cause du paludisme et qu'il suffirait de 2 € de médicamentation par personne pour que le problème soit réglé. Les multinationales et les gouvernements occidentaux s'en moquent totalement. Donc ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui intéresse Macron et les autres dirigeants des pays impérialistes, c'est que à la faveur de cette pandémie, on élimine les canards boiteux pour que les grandes entreprises ramassent les morceaux, quitte à autoriser quelques franchises ici et là. C'est aussi la possibilité de privatiser massivement et d'en finir avec les services publics. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce qu'il faut que chacun l'admette et propage cette explication qui est incontestable. Quand Emmanuel Macron supprime la taxe d'habitation, pas la taxe foncière, la taxe d'habitation, qui prend du fer dans cette affaire-là? Ce sont les communes, ce sont les collectivités qui utilisent cet argent-là pour organiser l'école, les services de santé, la voirie, bref, toutes les compétences qui dépendent des municipalités. Ne recevons pas ces taxes d'habitation. Sur la base de promesses fallacieuses du gouvernement qui dit, bon, on va dédommager, elles vont se retrouver dans l'impossibilité de gérer les questions de vie publique. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, les services privés vont venir proposer leurs services. Tout sera privatisé.
comme on l'a déjà fait pour la Poste et autres, mais la réfection des chemins vicinaux, bref, tout sera privatisé. La commune ne peut pas faire. Donc le privé dit, mais je viens, le peu d'argent qu'il reste aux communes ira pour les privés, mais ils vont surtout faire de l'argent sur les activités qu'ils auront récupérées. Il y a un rapport qui a été publié ce mois-ci concernant les autoroutes en France. Tous les grands axes routiers qui dépendaient de l'État ont connu ce système-là, c'est passé dans le privé. Et le privé, à ce moment-là, peut faire des profits énormes, imposer les prix qu'il veut, etc. Donc, ça, c'est le deuxième objectif des gouvernements, et donc de Macron et de son gouvernement, de casser les services publics et de profiter de la pandémie pour pouvoir permettre que les multinationales étendent leur emprise. Mais il y a plus grave, puisque ces gouvernements-là représentent les multinationales. Eux et tous leurs analystes et tous ceux qui travaillent pour les multinationales savent que les peuples, de plus en plus, se rebellent. On pouvait contrôler certains mouvements citoyens, mais maintenant avec les réseaux sociaux qui circulent, où circule l'information, ça devient de plus en plus difficile. Par exemple, là, ce que nous faisons aujourd'hui, nous portons des éléments contraires. Donc, il faut absolument écraser la liberté d'expression. Et tiens, on va détourner le regard sur les islamistes qui n'aiment pas la liberté d'expression, mais aujourd'hui, ils bloquent des comptes Facebook, ils censurent des messages privés, ils utilisent toutes sortes de manœuvres pour pouvoir décrédibiliser ceux qui font un travail alternatif. À ce propos, je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui sont fanatiques des pouces levés de j'aime ou bien du nombre de visiteurs qui sont venus sur leurs publications. Aïe, 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 j'ai 100 000 vues. Et puis, les formations alternatives, il y a 200 vues. Sachez que la puissance de ces possesseurs de technologie leur permet de diminuer les vues, d'augmenter artificiellement les j'aime, etc., pour orienter l'opinion. Je fais en parenthèse, ça va nous amener tout loin. Je veux dire là que la dictature sur les formations, sur les esprits, sur l'accès à l'information a connu une accélération. Maintenant, on ne peut plus, dans un site d'information, choisir son information. Il y a en première, à la une, les choix de la rédaction. Donc, il y a ce contrôle fasciste de l'information. Il y a le contrôle des déplacements des individus. Hein, voilà. Et puis, il y a l'impulsion de la révolution des nouvelles technologies. Quand la pandémie a commencé, rappelez-vous qu'aux États-Unis, bon, évidemment, ce n'est pas dans les grands médias qu'on avait dit ça, mais au moins dans J-Cambout, on en avait parlé. Rappelez-vous qu'aux États-Unis, une série de responsables, de parlementaires états-uniens, tant sénateurs que de la Chambre des représentants, mais aussi tant chez les républicains que chez les démocrates, qui étaient des milliardaires et qui participaient aux commissions qui étudiaient la question de la pandémie. Au sortir de ces réunions, ils ont liquidé des milliards qu'ils avaient investis dans certaines entreprises pour les reverser dans l'achat de sociétés de télétravail. Ah, on y arrive, le télétravail. Le télétravail, oui, c'est bien. Ça permet qu'on ne perde pas tous ces cours de classe, encore savoir quel contenu. Mais ça permet que les usines continuent, certains bureaux continuent à fonctionner. Ça permet que, mais nous ne sommes pas les premiers à le dire, la fracture numérique s'agrandit, puisque ceux qui n'ont pas moyen d'avoir ordinateur, imprimante, etc.,
Ceux qui n'ont pas moyen de payer les abonnements mensuels exorbitants et pour pouvoir communiquer par Internet, ben, ils s'excluent. De toute façon, il y a déjà une première inégalité qui se fait là. Mais deuxièmement, la clientèle va se ruer sur les supports, les matériels pour les échanges, ordinateurs, smartphones, etc., qui sont excessivement chers, qui sont fragiles dans la mesure où ils changent de programme, ils mettent des mises à jour, puis des applications, etc., qui de plus en plus vous mettent dans une dépendance technologique et financière. Mais au-delà, ils cultivent l'idée que le monde, pour régler les problèmes de santé, de nourriture, etc., doit se reconvertir dans les nouvelles technologies, dans la révolution numérique. C'est le crime le plus grave qui est fait contre le développement de l'humanité. Et on est en train de commettre la même erreur que celle de la révolution industrielle qui a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui, le changement climatique, l'accumulation de déchets, les problèmes de santé, etc., etc. Donc à l'échec du développement humain que nous vivons aujourd'hui. La révolution numérique est plus grave, pire. Parce que nous aimons le beau, nous aimons le superficiel, le brillant, comme le papillon est attiré par la lumière et elle va mourir sur des ampoules. Mais est-ce qu'on réfléchit à, premièrement, les effets, je commence par là, puisqu'on parle de coronavirus, et que c'est supposé être une réponse à la propagation. Les effets sur la santé. Mais enfin, il y a déjà des centaines d'études scientifiques qui prouvent que les ondes liées à toutes les transmissions accompagnant le numérique provoquent des troubles du cerveau et autres maladies dont on ne sait pas encore l'ampleur. Donc, au point de vue sanitaire, plus on va vers les nouvelles technologies liées à la révolution numérique, plus on détruit la santé, sans compter la santé mentale, puisque on sait que les enfants qui passent leur temps devant les écrans, on a beau jeu de dire ouais, pas plus d'une heure, etc., mais on les incite, ont des retards mentaux, ont des troubles. Alors il y en a qui s'adaptent, comme dans toute situation, qui arrivent au contraire à être plus intelligents, plus, etc. Mais la majorité est frappée de difficultés psychologiques, sans compter que le contenu, ne venant que des multinationales majoritairement, endoctrine, déshumanise, éduque à la violence, etc. Donc on a le premier effet de cette révolution. Le deuxième effet de la révolution numérique, c'est que pour produire des appareils, il faut des métaux rares qui font qu'on va exploiter des pays étrangers encore, détruire l'environnement et créer des montagnes de déchets non recyclables qui détruisent l'humanité. C'est le deuxième élément. Nous avons déjà suffisamment parlé que c'est le réseau d'espionnage et de contrôle totalitaire massif pour chaque individu. Donc, on ne reste pas sur ça, on a déjà parlé de cela longuement. Et puis, il y a le cyberpiratage. On en parle en fait divers comme si de rien n'était. Mais le cyberpiratage, c'est quelque chose qui met l'humanité en danger. Savez-vous que de nombreux hôpitaux, dans tous les pays capitalistes, ont déjà été victimes de cyberpiratage? On prend toutes les données des gens et on envoie un message. Bon, vous devez faire des opérations du cœur tel jour, nous bloquons vos systèmes si vous ne versez pas de temps sur tel compte dans un paradis fiscal. La semaine dernière encore, les données informatiques d'un hôpital psychiatrique ont été piratées et les clients sont harcelés. Si vous ne voulez pas qu'on mette
vos affaires dehors, pour je parle également, il faut payer tant. Ça veut dire que le cyberpiratage, c'est aussi ce qui permet de dérouter des avions, comme les Israéliens l'ont fait, d'intervenir dans des centrales nucléaires de pays qu'on veut déstabiliser, hein, et de créer des incidents absolument incontrôlables. Donc ça, il faut comprendre que c'est ça la révolution industrielle. Et du fait qu'elle soit coupée de la démocratie directe, c'est-à-dire que les gens n'ont aucun contrôle sur ça, ne savent pas à quel moment je peux utiliser telle ou telle technologie, on va vers une catastrophe 100 fois plus grave que celle qu'a entraîné la révolution industrielle. Quand nous disons cela, il ne s'agit pas de dire que les progrès en matière d'informatique et de numérique doivent être jetés à la poubelle, puisque, comme toute technologie, ils peuvent servir à des choses formidables, les opérations pointues, etc., à alerter très rapidement les zones où il y aura un tsunami. Le problème dans cette affaire-là, c'est que les technologies entre les mains de classes dominantes conduisent à la mort. Les technologies entre les mains de systèmes alternatifs peuvent permettre le développement de l'humanité. Mais pour que cela se fasse, il faut que le système soit remis en cause. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit Macron qui vienne me dire de me confiner, moi qui combat son système. Il faut que les décisions sanitaires s'appuient sur une réorganisation sociale où les gens décident. Les gens décident, c'est ça la démocratie. Les gens expriment leurs solutions, c'est ça la liberté d'expression. Et c'est ce qu'interdisent les gouvernements des pays libéraux. Alors, on veut dire par ici que la question des amendes de 135 €, la question des sanctions prises avec autorité par ces défenseurs du fascisme, ne doivent pas nous impressionner. Ça ne doit pas nous mener à nous culpabiliser, à nous déchirer. Ça doit nous mener à dire comment combattre le système et que faire autrement. Je tiens à faire un parallèle parce que cette semaine-là encore, j'ai lu un article concernant Marilus, l'entrepreneur martiniquais qui a inventé les security, les bulles pour éviter les morts en tremblement de terre. Vous savez que cette semaine-là, il y a eu des tremblements de terre importants en Turquie et en Grèce. Vous savez aussi que la Martinique, c'est un territoire qui fait partie d'une zone très instable et que les plus grands experts en sismologie ont déjà averti que nous aurons un tremblement de terre majeur de l'ordre de 8-9 qui risque d'écraser le pays et qu'on est dans la tranche de temps pendant laquelle il peut se produire. Ça, on le sait, plus ou moins. Vous avez un entrepreneur martiniquais qui crée des équipements qui peuvent éviter des milliers de morts. Ça fait des dizaines d'années qu'il se bat. Les collectivités locales préfèrent investir dans la 5G plutôt que de dire voilà le développement de la Martinique. Créer des usines, avoir des centaines d'emplois, fabriquer en masse les technologies, les outils créés par Marilus et conquérir le marché dans toutes les zones où il y a des séismes. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi le gouvernement français ne le fait-il pas? Et puis demain, on aura ce tremblement de terre, ou un autre, souhaitons, moins important. Le gouverneur colonial va venir nous dire, pour le bien commun, pour reconstruire la Martinique, j'autorise
à baisser votre salaire, les patrons, à baisser votre salaire de 50%. Ou bien, vous allez travailler pour eux, je vais vous payer 80% de chômage partiel, et puis etc. Et puis je vais prendre l'argent de l'État pour financer les patrons, pour qu'ils vous paient le contraire. Et puis si vous n'obéissez pas, vous êtes contre la construction du peuple martiniquais. Et puis nous, quand nous entre nous, ouais, on ne peut pas comprendre, c'est pour nous. Ce monsieur-là, ce gouverneur colonial qui interdit à notre pays de choisir sa voie de développement, de nous donner le pouvoir politique, et je dis l'indépendance politique, qui nous permettrait, pas ce monsieur-là, cet État-là, qui nous permettrait de décider de la création d'usines avec pour la production des créations de Marilus, je vais accepter qu'ils viennent me dire ce qu'il faut faire. Donc, ils ne nous aiment pas, les capitalistes. Ils ne nous aiment pas, les colonialistes. C'est comme dit notre ami José. Ils emmènent nous et puis ils poisonnent 92% de la population. Et puis ils les sauvent des gens du Covid. C'est de l'hypocrisie. Alors, chaque fois, j'insiste pour dire que ces argumentations pourraient nous faire croire que nous sommes contre les mesures sanitaires. Pas du tout. Je vais en parler de ça. Je veux continuer à dire sur l'histoire du fascisme. Nous devons arriver à comprendre que ce n'est pas l'ennemi qui va nous dire ce qui est bon pour nous. J'avais noté d'ailleurs une citation de Albert Einstein, vous savez, le fameux E égale MC2, et le grand savant qui avait dit, alors je retrouve, il ne faut pas attendre sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Comment pouvons-nous croire que des gens qui empoisonnent 92% de la population, qui massacrent les jeunes, qui jugent des jeunes à ce sujet, le procès de Kezia aura lieu le 19 à 8h du matin, n'est-ce pas un peu pour ça qu'il y a un confinement? Fermons la parenthèse. Donc, il nous faut comprendre que ces gens-là ne vont pas nous porter de solution, que nous n'avons pas à nous culpabiliser, que nous avons à chercher les alternatives. Et je disais que c'était pour accentuer les thèses fascistes. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'instrumentalisation des attentats qui leur permettait de le faire. Je profite pour dire que le gouvernement avance sur deux fronts. La lutte contre le corona et l'instrumentalisation de la lutte, de la diabolisation de l'islamisme. Imaginez que le Sénat a voté une proposition de loi présentée par un député des Républicains, Lord Darkos, mais cela, vous n'avez entendu ça nulle part. Les médias dits libres qui informent. Cette proposition de loi entérine la restriction des libertés académiques pour les soumettre au respect des valeurs de la République. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi cette affaire-là, les libertés académiques, ce sont des libertés conquises par les populations sur la base de la démocratie qui donnent aux différentes académies le droit de prendre certains programmes, de créer certaines choses en fonction des conditions de l'environnement, de s'adapter à la base. Le Sénat revient sur ça. Ça veut dire qu'on va supprimer le droit pour les académies, par exemple, de créer des filières créoles ou bien basques. Parce que le gouvernement qui serait à la tête à l'époque, au moment, pourra décider que les valeurs de la République sont celles qui disaient qu'il faut une culture unique, une langue unique. Les valeurs de la République française, c'est ça, c'est la centralisation, c'est faire disparaître. Rien n'empêche à un gouvernement, sur la base de cette loi-là, d'interdire à une académie de faire ceci ou cela en prétendant défendre les valeurs de la République. Puisque rien n'est précisé dans la loi,
quant à quelles sont ses valeurs. Par contre, la recherche est menacée. Et on a de plus en plus, je répète, sur l'article que j'ai relevé, des linguistes, des historiens, des historiennes, à l'heure de la République. Ah, il faut respecter Napoléon, etc. Bon, fermons la parenthèse. Des sociologues, des archéologues, des ethnologues, des ethnopsychiatres, des géographes, des anthropologues, des philosophes, leur enseignement peut être soumis à des valeurs de la République qui auraient été décidées par tel ou tel gouvernement. C'est une mesure fasciste. Personne n'en a parlé. Je veux dire donc que nous avons vraiment une exigence de lutter contre cette fascisation et de résister. Alors, je vais faire la liaison entre ces mesures fascistes, la nécessité de lutter contre le coronavirus et en même temps la nécessité de combattre, si on veut dire, les atteintes à nos droits. Si nous réfléchissons bien, qu'est-ce qui permet la propagation du coronavirus? C'est les contacts entre gens. Des mesures ont déjà été prises pour dire distanciation, masque. Elles ont été mal prises. Nous devons réfléchir pour dire, oui, distanciation, que disent les scientifiques? Donc il faut que moi, responsable humain, conscient, j'évite de me mettre à tel. Aucune loi, aucune amende n'interdira à des gens qui sont malades mentaux ou des gens qui sont voyous de ne pas respecter. Donc, ces lois-là ne les concernent pas. Mais nous, à qui on veut les imposer, qui sommes responsables, c'est à nous qu'il convient d'analyser, puisqu'il n'y aura pas un gendarme tous les jours derrière nous. Voilà, moi, quand je recommande, moi, je ne parle pas de malade, il faut qu'on fasse ça. Expliquez-moi, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis chez moi. Je rentre dans ma voiture. Je vais chez ma fille qui vient chez moi régulièrement. En plus, qui est infirmière. Je vais chez elle, la voir, parler avec elle. Expliquez-moi en quoi une amende de 135 € empêche, ou bien une exigence d'attestation empêche la propagation du coronavirus. En quoi cette visite individuelle favorise la propagation du coronavirus? Nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que les endroits où il y a concentration dans les usines, dans les ateliers, dans les supermarchés, etc., que c'est là que se propage le coronavirus. Donc, je dois refuser l'injonction du gouvernement et nous devons soutenir ces petits artisans, ces petits commerçants, le vieux foyal qui dit, moi non, vous n'allez pas me trouillonner comme ça, vous n'allez pas me couillonner, j'ai le droit de vivre. Je dois soutenir cette affaire-là et je ne dois pas dire, à cause de lui, il y a le coronavirus, ce n'est pas vrai. Donc, nous devons, nous, prendre nos responsabilités, nous laver les mains au savon souvent, pas toujours avec le gel qui, des savants l'ont déjà montré, tue des agents protecteurs, empêche les réflexes d'auto-immunité et peuvent avoir des effets chimiques. Oui, de temps en temps, quand je vais dans une grande réunion, etc., mais au-delà, non, c'est d'eau de savon le plus possible. C'est moi qui dois choisir ça. Je ne peux pas autoriser un gouverneur colonial qui laisse l'hôpital de Trinité mourir alors que des crédits avaient été soi-disant votés pour le réparer, me dire, je vous interdis d'aller chez votre fille, je vous interdis d'aller... Savez-vous qu'en Italie, parce que ce n'est pas en France seulement, ce fascisme, un jeune gars de 20 ans et sa fiancée sont assis sur des marches avec leur masque, sur des grands escaliers, style
la traînelle par là, il n'y a personne. À un moment, ils baissent leur masque pour se bécoter. 2 gendarmes italiens traversent et on donne à chacun 400 € d'amende. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne peux pas accepter qu'on prenne prétexte de la défense de ma santé pour me mettre dans la dictature, alors que ces gens-là sont responsables de la dégradation du système sanitaire avec leur privatisation. Donc, il nous faut être responsables et il nous faut contourner le confinement de façon responsable, mais il nous faut contourner le confinement. Ils ont bon fait leur répression. Je rappelle que chaque fois qu'il y a couvre-feu et confinement dans les dictatures, on est en train de devenir. Ça n'a pas empêché la résistance. Les nazis patronnaient à Paris, rentraient dans les maisons, vous demandaient de laisser passer. Ben, la résistance n'a pas dit, ben, comme les nazis nous interdisent de passer, nous demandent de laisser passer, on va arrêter la résistance. Non! On établit des circuits parallèles. Le résistant ne veut pas se faire tuer. Le Martiniquais ne veut pas mourir du coronavirus. Mais on trouve des moyens d'établir des circuits pour échanger l'information, pour s'organiser, pour préparer les manifestations, etc. Et puis, ça c'est pour la période de confinement. Mais dans notre esprit, nous devons comprendre que c'est une chose qui va se répéter, et quand il n'y aura plus la question du coronavirus, il y aura d'autres prétextes, terrorisme, mais aussi, tout simplement, la loi de la dictature va pouvoir s'imposer. C'est ça qui va petit à petit arriver. Donc, il nous faut comprendre que notre vie là, elle est en danger. Notre possibilité de nous alimenter, notre dépendance vis-à-vis des supermarchés, etc. La solution, c'est de retourner au local. Penser globalement, agir localement. Longtemps avant le coronavirus, nous avons souvent parlé des circuits courts. Ça veut dire qu'il nous faut comprendre que l'économie doit être réorganisée sur la base du local. Nous l'avons déjà dit, dans un quartier, je dois savoir où je vais avoir des laitues, des dachines, qui est pêcheur, qui pourra rentrer, etc. Je dois connaître tous les agents économiques de mon quartier pour créer un réseau. Gendarme n'a pas demandé mon attestation si moi allais quand au Miss acheter des kilos d'achine à 500 mètres de Caïmoin. Mais en même temps, nous tout en quartier, nous avons bamisé au Miss l'argent, la vie, pour y peut développer l'économie. Pour que Yishma peut trouver un travail comptable Kaili, puisqu'il n'y a pas ni temps gérer diffusion d'achine. Donc il faut retourner sur les circuits courts. Il faut retourner sur les relations de proximité. Pendant ce confinement-là, il y a barré nous. Profitons pour relancer nos boutiques de proximité. Boutique là, en rond-point Lazaria là. On ouais madame là, pour dire nous avons besoin ça. Donc fait commande là, tel côté, et puis nous avons venir acheter. Gendarme quand il s'est venu à 10h du soir, si je aller pour marchandises, quand boutique Lazaria. Mais si on fait ça chaque fois, premièrement, ils ne pourront pas tout surveiller, mais nous redonnons vie à l'économie, nous reprenons confiance et nous ressoudons le tissu social. Nous ressoudons le tissu social. Nous reprenons confiance en nous. Nous rejetons l'autodénigrement. La culpabilisation, c'est Missé et ses autres. Donc, il faut qu'on travaille à cette affaire-là. Et nous l'avons déjà dit, je me souviens dans l'Assemblée générale du CNCP, des comités populaires, là, l'endroit où le gouvernement n'a aucun moyen d'action sérieux, c'est la famille. Là, en nous, maté quatre ans. Ils veulent diriger nos vies, ils veulent contrôler nos vies, ben nous allons contrôler nos vies à leur détriment. Dans chaque famille, je vais poser des questions avant, est-ce ça trop fort pour nous faire? Que dans chaque famille, nous assises à l'entour table là, pour dire, maman, il arrête, qui ça nous peut faire? Qui ça nous peut faire ensemble? Qui cousin nous qui a fait la coiffure?
qui cousine nous a fait la coutie, etc. Qui un tel qui a fait ceci. C'est-à-dire qu'il nous faut, dans le socle de la famille, faire le recensement de toutes les potentialités et puis de les faire fonctionner en réseau. Qui gendarme, qui peut tirer qu'il peut venir, bah moins contravention, parce que nièce moins vini faire bagaille kay il faut que nous mater quatre là. Mais c'est nous, c'est pas le gouvernement colonial qui fait. Donc il faut travailler sur la famille, travailler dans le quartier pour pouvoir avoir un bouleversement de le contrôle. Et il faut savoir également que c'est un moment, nous l'avions dit lors du premier confinement, pour nous former, pour nous laver tête nous de toute aliénation que ces gens mettaient, pour nous chercher article l'histoire au pays nous. Il y a l'homme qui a fait, qui a produit à présent. On nous former comme nous. On nous dit, c'est pour nous qui a dit pas faire politique. On nous garde pour qui a dit nous ça. On nous chercher. Donc il faut absolument que nous profitions pour nous former, pour préparer de la prévention. J'ai parlé de la famille. Nous confiner. Bon, nous en période de la pluie, machin, tremblement dit fini. Bon, la famille, on nous fait le work là ensemble pour nous, qui disposition nous prendre pour fouiller un canal pour de l'eau pas. Qui bagaille, on le dit pour les moustiques, qui de l'eau bagaille moustique, qui tol faute qui mérite l'eau. Faisons ça collectivement, ça va créer une dynamique collective. C'est tout ça qui est la prise du pouvoir réel et la préparation de la chute du système. Alors, quand on a dit ça, j'ai envie de citer une fable que beaucoup d'entre vous peuvent connaître, mais qui illustre bien ce que nous voulons dire là. Nous sommes en train de subir une fascisation en pente qui va. Plus on attend, plus il nous sera difficile de réagir ou de résister. C'est profiter, retourner les mesures de l'ennemi pour nous préparer en vue de l'affrontement qui est inéluctable. Eh bien, cette fable, c'est celle de la grenouille. Je vous la lis. Si l'on plonge subitement une grenouille dans l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on la plonge dans l'eau froide, il est content, et qu'on porte très progressivement à ébullition, la grenouille s'engourdit, s'habitue à la température pour finir ébouillanter. C'est ça qui a passé nous là. Nous avons notifié. Nous avons dit, c'est pas grave. De l'eau à fouette. Ah non, anti-confinement. Nous pouvons supporter ça toutes les 6 semaines. Mais, en réalité, c'est la grenouille qui est en train de s'endormir. Eh bien, nous sauter pendant de l'eau à chaud. Je ne veux pas être trop long. Je veux finir sur un point qui concerne l'empoisonnement. Vous avez bien constaté que beaucoup de gens commencent à se mobiliser pour dénoncer l'empoisonnement de notre population et la responsabilité de l'État et des grands propriétaires fonciers béquets. La chose devient chaude pour le gouvernement colonial. D'autant plus qu'au niveau international, il y a des procès qui tombent, condamnation de Monsanto, condamnation au Nicaragua, dans les bananeraies, etc. Du cas, c'est de bon nous qui peut faire. Face à ça, le gouvernement peut dire, bon, manquez là, un petit temps. Comme dirait Shelcher, le plus élémentaire, la prudence la plus élémentaire demande de sacrifier quelque chose pour ne pas perdre le tout. Dans sa fausse abolition de l'esclavage. Le gouvernement peut faire ça. Il peut dire, bon, négocier, bon, on va mettre 2 millions. C'est pas ça, nous, il y a une exigence d'une réparation globale, d'une indemnisation des victimes et d'une punition, d'une condamnation des responsables conscients. C'est ça l'objectif global. La santé. La santé, pardon? La santé. Oui, alors, on me souffle. Et puis, surtout, bien sûr, la prise en charge des soins, des tests, des enfants et les soins de tous ceux qui sont victimes des
des maladies conséquentes. Ça, c'est nos revendications globales. Il y a plusieurs organisations qui font un travail pour pousser ces revendications. Et puis, il y a une organisation qui s'appelle le Collectif des ouvriers agricoles, des ouvriers et des ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides. Ces gens-là, c'est eux qui étaient au front, c'est eux qui étaient à mettre sans gants, c'est eux qui nient en l'eau mort, en l'eau malade, en l'eau cancer. C'est eux qui chionent malformation, développement précoce. Ils se sont enfin organisés et travaillent en relation avec les élus qui acceptent de les écouter, en relation avec des médecins qui les aident très fortement, certains en tout cas, avec quelques juristes qui préparent les dossiers. Ça effraie tant le gouvernement que les propriétaires fonciers béqués. Vous avez déjà dû entendre sur d'autres médias que ce collectif des ouvriers agricoles fait une enquête chez tous les concernés pour avoir des témoignages, des preuves. Certains ont été présentés sur le service public Martinique Première. Le journaliste mérite d'être encouragé, applaudi et défendu parce que les pressions commencent à s'exercer. Donc, vous êtes au courant de cette enquête. Parmi les gens qui ont témoigné, les ouvriers agricoles qui ont témoigné dans les médias, certains reçoivent la visite de certains propriétaires béquets qui viennent faire des menaces pour essayer de les faire taire. Il y en a un qui vient dire « je vais poursuivre pour diffamation ». Un petit béquet qui avait 8 ans, quand la personne était sous les bananes empoisonnées, il vient dire « je vais poursuivre pour diffamation ». Bon, c'est du pipi de chat, comme dirait Joachim Arnaud. Ça va être balayé. Et puis il y en a d'autres qui viennent quand les ouvriers agricoles sont sur des anciennes terres d'habitation sans titre de propriété. Mon qui l'a depuis un temps qui le Karabakh, quand c'est bien mon antécadie. Ah, vous avez parlé, je vais vous poursuivre. Et qui font pression pour que ces gens-là fassent marche arrière. Alors nous disons qu'il y a un certain nombre de propriétaires béquets qui sont conscients que c'est inéluctable et qui commencent à faire des propositions très insuffisantes d'ailleurs pour régler l'affaire. Cela, on comprend. Ils ne vont pas faire la qui du jour au lendemain. Il nous faudra faire pression pour leur montrer qu'ils ont intérêt à régler la chose en toute justice. Vous autres mangez, vous autres fait hyper profit, il faut vous autres accepter de payer. Les autres pas qu'à une fait. Ça, c'est clair, c'est net. Donc, il y en a qui le font. Mais à ces béquets-là, ces gens de la caste béquet, je dis bien la caste béquet, puisque nous disons, nous insistons que ce n'est pas une lutte raciale, ce n'est pas la pigmentation des gens qui est en question. Ce n'est absolument pas ça. Je l'ai dit par ailleurs, je le dis pour montrer que c'est vraiment penser ce que nous disons. Mon grand-père, c'est un béquet. Et il a été ruiné parce qu'il avait épousé ma grand-mère qui était une négresse. Donc, il y a des béquets qui sont des êtres humains. Nous ne parlons pas de race, nous ne parlons pas d'ethnie. C'est pour ça que les gens qui viennent nous reprocher de ne pas dire c'est bétia, tu es bétia, sont des gens qui ne réfléchissent pas suffisamment à la responsabilité que nous avons. Donc, il y a des béquets qui réfléchissent, ils défendent leur intérêt capitaliste, c'est clair. Mais ils essaient de s'en sortir. Mais ceux-là qui vont faire pression, qui vont menacer d'expulser, nous prenons notre responsabilité de dire, ils montrent qu'ils assument le crime, qu'ils sont les principaux responsables, et il faudra qu'ils paient ces actions de répression qu'ils essaient de mener. Il faudra que la justice se retourne contre eux. Il faudra que les boycotts économiques soient plus puissants contre eux. Et on fera circuler le nom de ces personnes qui osent aller faire pression sur des gens qui meurent de cancer quand ils disent « j'ai attrapé le cancer en seulement de la banane ». Qui osent dire « je vis sur cette terre-là depuis, ma famille vit là depuis 100 ans, nous n'étions pas payés,
nous ne serons pas exclus comme ça. Ça fait partie de la réparation. Ces béquets-là qui veulent la guerre, ils l'ont. Je vais terminer donc, avec la synthèse globale en vous rappelant que vous pourrez retourner sur la page Facebook de Jikambout pour retrouver l'émission, que vous pouvez appeler tout à l'heure pour participer aux échanges au 0596 03 14 03. Et puis, que nous nous retrouverons dimanche prochain. Il y a des choses que j'ai dites là sur la résistance, les circuits alternatifs. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas détailler nos méthodes en public comme ça. J'ai parlé du contrôle de Facebook, etc. Par contre, tous ceux qui ont cette conscience-là sauront qu'ils pourront se rencontrer pour mettre sur pied la stratégie de contre-offensive. Manifestation là est nécessaire, mais ça pacifie. Actuellement, il faut que nous fassions les responsables du crime payer. Voilà, merci de votre attention. C'est bon. 1 heure. Ben, mon collègue,